Je m'appelle Andy, et je viens d'avoir 40 ans. En tant que père célibataire de mon fils de 9 ans, Ethan, je pensais que ma fête d'anniversaire serait un souvenir heureux. Au lieu de cela, c'est devenu un cauchemar lorsque mon frère, Marcus, a attaqué mon garçon avec une batte de baseball pour un vélo, lui brisant les côtes. Pire encore, mes parents l'ont défendu. Je n'ai pas perdu de temps à discuter. J'ai agi, et mon action a plongé toute ma famille dans une panique totale. Avant de vous raconter comment ma vie a changé pour toujours, dites-moi d'où vous regardez. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà dû protéger quelqu'un que vous aimez à tout prix. J'ai passé les 15 dernières années à construire ma carrière d'architecte. Ça n'a pas été facile, surtout après que Nathalie, mon ex-femme, est partie il y a 5 ans pour son coach de sport. Elle m'a laissé la garde exclusive d'Ethan, qui n'avait que 4 ans à l'époque. Le divorce a été un choc total. Un jour, elle était là, le lendemain, elle a laissé une note disant qu'elle avait besoin de se trouver et qu'elle n'était pas faite pour être mère. Ses apparitions dans la vie d'Ethan ont été, au mieux, sporadiques. Elle envoie des cartes d'anniversaire, parfois avec de l'argent, parfois sans, et appelle peut-être une fois tous les quelques mois. Ethan a cessé de demander quand elle viendrait vers son 7e anniversaire. Depuis, nous ne sommes plus que tous les deux, dans notre modeste maison de 3 chambres en banlieue de Boston. Nous avons développé nos propres routines et traditions. Les mardis soirs, c'est soirée tacos. Les vendredis soirs, c'est film avec du popcorn maison. Les samedis matins, c'est pancakes en forme de tout ce qu'Ethan demande. Dernièrement, les dinosaures sont ses préférés. J'ai appris à être à la fois maman et papa, à trouver comment coiffer ses cheveux pour les photos de classe, et comment gérer les discussions sur le harcèlement et les amitiés. Ma relation avec mon frère aîné, Marcus, a toujours été compliquée. Il a 2 ans de plus que moi, 42 ans maintenant, et, d'aussi loin que je me souvienne, il m'a toujours traité comme un rival plutôt que comme un membre de sa famille. Enfant, il me volait mes jouets, m'accusait pour les choses qu'il cassait, et une fois, il m'a poussé de mon vélo, me causant une blessure qui a nécessité 12 points de suture au menton. La petite cicatrice reste comme un rappel permanent de sa cruauté. Mes parents minimisaient toujours son comportement, les garçons sont des garçons, ou il ne fait que s'amuser, ou la phrase préférée de mon père, endurcis-toi, Andy. Ce schéma a continué à l'âge adulte. Quand j'ai obtenu une bourse pour l'université, Marcus a dit à tout le monde que je ne l'avais reçu que parce que j'avais joué la carte de la pitié en tant que frère cadet. Quand j'ai reçu mon premier prix d'architecture, il l'a accidentellement fait tomber de l'étagère chez nos parents lors d'un dîner de famille, le brisant en 1000 morceaux. Il s'est excusé abondamment, mais j'ai surpris son sourire narquois quand il pensait que personne ne regardait. Marcus a épousé Heather juste après le lycée. Elle est du même acabit, manipulatrice, pleine de droits, et toujours la victime. Leur fils, Tyler, a 10 ans, juste 1 an de plus qu'Ethan, et il a été élevé sans limite ni conséquence. La dernière fois que les garçons étaient ensemble avant mon anniversaire, Tyler a cassé la manette de la Nintendo Switch d'Ethan dans un accès de rage, parce qu'il avait perdu une partie. Au lieu de forcer Tyler à s'excuser ou de proposer de la remplacer, Heather a dit « Eh bien, peut-être qu'Ethan ne devrait pas être si compétitif. » Tyler est sensible. Financièrement, Marcus a toujours eu des difficultés. Il passe d'un emploi à l'autre, n'en gardant jamais un plus d'1 an ou 2. Il blâme ses patrons, ses collègues, l'économie, jamais lui-même. Pendant ce temps, il demande constamment à nos parents des prêts qui ne sont jamais remboursés. Sa dernière entreprise était une société de paysagisme qui semblait plus consister à se promener dans un camion d'entreprise qu'à faire du vrai paysagisme. Les quelques clients qu'il avait se plaignaient souvent de travaux inachevés. Mes parents, Harold et Eleanor, ont laissé faire Marcus toute sa vie. Quand les professeurs appelaient au sujet de son comportement, ma mère leur préparait des biscuits et les charmait pour qu'il lui donne une autre chance. Quand il a détruit sa première voiture 3 semaines après avoir eu son permis, mon père lui en a acheté une autre. Quand il a eu besoin d'argent pour un acompte sur sa maison, ils l'ont pris de leur fonds de retraite. Pendant ce temps, j'ai travaillé pendant mes études, j'ai économisé pendant des années pour acheter ma première maison, et je ne leur ai jamais demandé un centime. Ton frère a besoin de plus de soutien, disait ma mère. Tu as toujours été l'indépendant, Andy. Tu n'as pas besoin de notre aide comme lui. Cette logique tordue signifiait que mon autonomie était punie, tandis que l'irresponsabilité de Marcus était récompensée. Pas plus tard que Noël dernier, mes parents ont offert à Marcus et à sa famille un voyage tout frais payé à Disney World.
Ethan et moi avons reçu des pulls et une carte cadeau de 100 € à partager. Quand j'ai mentionné la disparité, ma mère a dit « Eh bien, Marcus a eu une année difficile avec son entreprise. Nous pensions que sa famille avait besoin de vacances pour se retrouver. » Je me suis tu pour le bien d'Ethan, ne voulant pas faire de scène pendant les fêtes. Malgré tout, j'ai maintenu une relation avec mes parents et mon frère. Non pas parce que je désirais encore leur approbation, j'avais abandonné cette idée il y a des années, mais parce que je croyais qu'Ethan méritait de connaître ses grands-parents et son oncle. Je pensais pouvoir gérer le dysfonctionnement et protéger mon fils du pire. J'avais catastrophiquement tort. Je n'ai jamais été fan des grandes célébrations, surtout quand elles tournent autour de moi. Fêter mes 40 ans n'était pas quelque chose que je voulais particulièrement commémorer, mais Ethan avait d'autres idées. 3 mois avant mon anniversaire, il a commencé à planifier ce qu'il appelait la grosse fête des 40 ans de papa. Son enthousiasme était contagieux, et je n'ai pas eu le cœur de doucher ses espoirs. C'est vraiment un grand événement, papa, a-t-il insisté. 40 ans, c'est comme la moitié de 80. Il faut que ce soit spécial. J'ai fait un compromis en louant un pavillon au parc Preston, à environ 15 minutes de chez nous. Il y avait une aire de jeu à proximité, des barbecues, et assez d'espace pour la trentaine de personnes qu'Ethan avait ambitieusement inscrites sur la liste des invités. J'ai gardé les choses relativement simples, des hamburgers et des hot dogs, une glacière pleine de boissons, et un gâteau de ma pâtisserie locale préférée. Le matin de la fête, Ethan m'a réveillé à 6h30, trop excité pour dormir plus longtemps. « Joyeux anniversaire, papa » a-t-il crié, sautant sur mon lit avec un petit paquet emballé dans du papier journal comique, son style d'emballage caractéristique. À l'intérieur se trouvait un cadre photo fait main, décoré de pâtes séchées peintes aux couleurs de l'arc-en-ciel. La photo à l'intérieur nous montrait, tous les deux, lors de notre voyage de camping de l'été dernier, souriant avec de la guimauve étalée sur nos joues après des s'mores. « Je l'ai fait chez Kevin quand tu pensais que je ne faisais que jouer », a-t-il expliqué fièrement. Sa mère m'a aidé avec le pistolet à colle chaude, mais j'ai fait tout le reste moi-même. Je l'ai serré fort dans mes bras, sincèrement touché par sa délicatesse. Ce cadre est maintenant sur ma table de chevet, l'un de mes biens les plus précieux. Ce qu'Ethan ne savait pas, c'est que j'économisais depuis des mois pour lui acheter quelque chose de spécial, moi aussi. Pas parce que c'était mon anniversaire, mais parce qu'il le méritait. Depuis janvier, j'avais mis de côté de l'argent de chaque paie pour lui acheter le VTT dont il rêvait, le Trailblazer XR bleu métallisé avec suspension avant et frein à disque, qu'il me montrait dans chaque vitrine de magasin de sport que nous passions. À 800 €, c'était beaucoup plus que ce que je dépenserais normalement pour un cadeau hors Noël ou anniversaire. Mais voir son visage quand je l'ai sorti du garage ce matin-là a valu chaque heure supplémentaire et chaque déjeuner sauté. « Mais papa » a-t-il dit, les yeux écarquillés d'incrédulité, « c'est ton anniversaire, pas le mien. » Parfois, le plus beau cadeau est de voir quelqu'un qu'on aime heureux, lui ai-je dit. D'ailleurs, tu deviens trop grand pour ton ancien vélo. Tes genoux touchent presque le guidon. Il a passé ses mains avec révérence sur le cadre, a testé les freins, et a fait sonner la sonnette. Je peux l'essayer maintenant, s'il te plaît? Nous avons passé l'heure suivante, avant les préparatifs de la fête, à faire le tour du quartier, Ethan s'habituant aux vitesses et à la maniabilité de son nouveau vélo. Je lui ai rappelé ses responsabilités, le cadenasser, ne pas le laisser dans le jardin, le garder propre et entretenu. Il a hoché la tête solennellement à chaque point. Je promets que j'en prendrai super bien soin, papa. C'est la meilleure chose au monde. Je ne savais pas que ce vélo allait devenir le catalyseur du pire jour de notre vie. Nous sommes arrivés tôt au parc pour tout installer. Quelques amis du travail sont venus aider, James, de l'ingénierie structurelle, et sa femme, Lisa, Diane, de l'accueil, et Thomas, mon partenaire de projet depuis 3 ans. Ils ont apporté des glacières, des chaises pliantes supplémentaires, et des décorations, dont une énorme bannière sur laquelle on pouvait lire Randy est vieux maintenant avec un dessin de déambulateur. Mes parents sont arrivés vers midi, 1 heure avant le début prévu de la fête. Ils ont apporté assez de cadeaux pour remplir le coffre de leur voiture, une surcompensation qui m'a mis mal à l'aise. Mon père m'a tapé dans le dos un peu trop fort. 40 ans, hein. Tu te fais vieux, mon fils. Tu ferais mieux de commencer à vérifier ta prostate. Ma mère s'est agitée autour d'Ethan, se plaignant qu'il avait l'air trop maigre et m'interrogeant sur ses habitudes alimentaires. J'installais l'enceinte portable quand j'ai entendu le grondement distinct du pick-up surdimensionné de Marcus. Il s'est garé n'importe comment, prenant 2 places, et s'est approché nonchalamment avec Heather et Tyler.
Ils avaient 45 minutes de retard, mais agissaient comme s'ils me faisaient une faveur en venant. Joyeux anniversaire, petit frère, a dit Marcus, déposant un petit paquet emballé à la hâte sur la table des cadeaux. Cela ressemblait étrangement à un achat de dernière minute à la station-service. 40 ans, ça te frappe fort, hein? Tes cheveux gris commencent vraiment à se voir. Heather m'a fait une étreinte superficielle, son attention déjà ailleurs. Belle installation. Un peu basique, mais sympa. Tyler ne s'est pas embarrassé de politesse. Dès l'instant où il a repéré le nouveau vélo d'Ethan appuyé contre un arbre, ses yeux se sont fixés dessus comme un missile à tête chercheuse. Ouah, c'est le nouveau Trailblazer. Il a sprinté sans attendre de réponse. Ethan montrait fièrement le vélo au fils de mon collègue Thomas, mais son langage corporel a immédiatement changé à l'approche de Tyler. Il s'est légèrement décalé, se positionnant entre Tyler et le vélo. J'ai reconnu la posture défensive, Ethan avait appris par expérience que son cousin respectait rarement les limites. Mon père vient de me l'offrir aujourd'hui, a dit Ethan, la voix polie mais sur la défensive. Laisse-moi l'essayer, a exigé Tyler, tendant déjà la main vers le guidon. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, a répondu Ethan. Je suis encore en train de m'y habituer moi-même. Mais tu peux prendre mon ancien si tu veux. Il a montré son vélo précédent, que nous avions apporté précisément pour cette raison, en avoir un de plus pour les autres enfants. Le visage de Tyler s'est tordu. Je ne veux pas de ton vieux vélo stupide. Je veux essayer celui-là. Je voyais la tension monter et je me suis approché, espérant désamorcer la situation avant qu'elle ne dégénère. Je n'avais aucune idée à quel point les choses allaient mal tourner, ni à quelle vitesse. La tension entre les garçons s'est épaissie à mesure que d'autres invités arrivaient. Tyler n'arrêtait pas de tourner autour du nouveau vélo d'Ethan comme un requin, faisant des commentaires juste assez forts pour que tout le monde les entende, il n'est même pas si cool, et mon père pourrait m'en acheter 3 s'il le voulait. Ethan a essayé de l'ignorer, faisant preuve d'une retenue remarquable pour un enfant de 9 ans. Il est resté près du vélo, cependant, clairement inquiet de ce que son cousin pourrait faire. Vers 13h30, alors que la plupart des invités étaient arrivés, Heather m'a coincé près de la glacière. Sa voix avait ce ton mielleux qu'elle utilisait pour tenter de manipuler une situation. Andy, ne penses-tu pas qu'Ethan devrait laisser Tyler faire un petit tour sur son nouveau vélo? Ce serait la chose polie à faire. Ethan a déjà proposé à Tyler son ancien vélo, ai-je répondu, en gardant ma voix calme. Le Trailblazer est tout neuf, et Ethan est encore en train de s'y habituer. Je pense qu'il est raisonnable qu'il veuille être le premier à vraiment l'utiliser. Son sourire s'est crispé. Eh bien, je pense que tu apprends à Ethan à être égoïste. La famille devrait partager avec la famille. J'apprends à Ethan que ses limites méritent d'être respectées, ai-je rétorqué. Et qu'il est normal de dire non parfois, même à la famille, surtout que Tyler a l'habitude de ne pas faire attention aux affaires d'Ethan. Je lui ai rappelé l'incident de la manette de Nintendo Switch à Noël. C'était il y a des mois, a-t-elle cassé. Tu sais vraiment garder une rancune. Je me suis excusé pour aller vérifier la nourriture. James avait pris la relève au barbecue et retournait les hamburgers avec une précision d'expert. Je l'ai remercié et j'ai commencé à disposer les pains et les condiments sur une table voisine. Du coin de l'œil, je pouvais voir Marcus observer mon interaction avec Heather, son expression s'assombrissant. Il a chuchoté quelque chose à mon père, qui a hoché la tête avec sympathie. Les 20 minutes suivantes ont été faussement paisibles. Les gens mangeaient, discutaient, et quelques-uns de mes amis m'ont offert des cadeaux humoristiques sur le fait d'avoir 40 ans, des lunettes de lecture, une crème anti-âge et une canne avec un klaxon. Ethan rayonnait de fierté alors que tout le monde complimentait ses talents d'organisation. Pendant un bref instant, j'ai cru que nous avions échappé au drame familial. C'était l'heure du gâteau. Je me suis dirigé vers la glacière où nous l'avions rangé, à l'abri du soleil de l'après-midi. Le pavillon était à environ 10 mètres de l'endroit où Ethan avait garé son vélo. Je venais de soulever la boîte à gâteaux quand j'ai entendu la voix de Tyler s'élever en une demande plaintive, « Laisse-moi juste l'essayer une fois. » Puis la réponse ferme mais polie d'Ethan, « Non, Tyler, je te l'ai déjà dit. Tu peux utiliser mon ancien vélo. » J'ai posé le gâteau sur la table et j'allais m'approcher quand une agitation a éclaté. Il y a eu le bruit d'une bousculade, suivi du cri de colère de Tyler, « Tu es vraiment un bébé. Mon père dit que ton père te gâte. » Je me suis déplacé plus vite, mais j'ai été momentanément bloqué par un groupe d'invités. Ce qui s'est passé ensuite allait se rejouer dans mes cauchemars pendant des mois.
Il y a eu un craquement écœurant, suivi du cri d'Ethan, un son qu'aucun parent ne veut jamais entendre. Ce cri a transpercé le brouhaha de la fête comme un couteau. Le temps que je me ferais un chemin à travers les invités stupéfaits, Ethan était par terre, recroquevillé en position fétale, haletant et pleurant. Au-dessus de lui se tenait Marcus, une batte de baseball provenant de l'équipement sportif que nous avions apporté pour les enfants, serrée dans ses mains. Le temps a semblé ralentir. Je suis tombé à genoux à côté d'Ethan. Son visage était tordu de douleur, des larmes coulaient sur ses joues. Il ne pouvait pas parler, ne pouvait pas reprendre son souffle. Quand j'ai doucement essayé de l'aider à s'asseoir, il a crié à nouveau, sa main se crispant sur son côté droit. Même à travers son t-shirt, je pouvais voir l'enfoncement anormal là où ses côtes auraient dû être. Appelez le 911, ai-je crié à personne en particulier. Lisa, la femme de James, avait déjà son téléphone à la main, parlant d'urgence à un répartiteur. J'ai levé les yeux vers Marcus, qui tenait toujours la batte. « Que as-tu fait » Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Sa réponse m'a glacé le sang. « Le gamin doit apprendre le respect. » Tyler a demandé gentiment d'utiliser le vélo, et ton précieux fils faisait son petit con. Mon père s'est avancé, le visage inquiet, mais pas horrifié, pas assez horrifié pour ce qui venait de se passer. Écoute, je suis sûr que Marcus ne voulait pas le frapper si fort. C'était juste une petite tape pour attirer son attention. Une tape ? Ethan ne pouvait pas respirer. Chaque inspiration superficielle le faisait siffler et gémir. Il a frappé mon fils de 9 ans avec une batte de baseball, ai-je dit, la voix dangereusement calme. Pour un vélo. Heather s'est frayé un chemin à travers la foule. Au lieu de vérifier l'état d'Ethan, elle est allée directement vers Tyler, qui observait la scène avec de grands yeux. « Ça va, mon chéri » a-t-elle dit à voix haute. Rien de tout ça ne serait arrivé si Ethan avait simplement partagé, comme on lui a demandé. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. La dissonance cognitive était stupéfiante. Ma mère s'est agenouillée de l'autre côté d'Ethan, mais ses paroles n'étaient pas pour lui. Marcus a toujours eu un peu de tempérament. Il ne réfléchit pas parfois quand il est en colère. Je suis sûr qu'il se sent terriblement mal. Marcus n'avait pas l'air de se sentir mal. Il avait l'air agacé, comme si la blessure d'Ethan était un inconvénient pour lui. Il avait posé la batte, mais n'avait pas bougé pour aider ou exprimer des remords. Les ambulanciers sont arrivés en moins de 10 minutes, bien que cela ait semblé des heures. Ils ont été efficaces et doux avec Ethan, me posant des questions sur ses allergies et ses antécédents médicaux pendant qu'ils le stabilisaient. Quand ils ont soulevé son t-shirt pour examiner son côté, plusieurs personnes ont eu un hoquet de surprise. L'ecchymose s'étendait déjà sur sa peau pâle, d'un violet foncé et colère. Traumatisme important à la cage thoracique, a murmuré un ambulancier à son collègue. Possible pneumothorax. Nous devons le transporter immédiatement. Alors qu'il se préparait à charger Ethan dans l'ambulance, 2 policiers sont arrivés. Ils ont commencé à interroger les témoins, tandis qu'un 3e ambulancier me demandait directement ce qui s'était passé. Je lui ai dit sans détour, en montrant Marcus. Mon frère a frappé mon fils avec une batte de baseball parce que mon fils ne voulait pas laisser son cousin emprunter son nouveau vélo. Marcus a immédiatement commencé à se défendre auprès du policier le plus proche. Ce n'était pas comme ça. Les enfants se disputaient. J'essayais juste de les séparer. La batte l'a à peine touché. Il fait du cinéma. Plusieurs de mes amis se sont avancés, contredisant son histoire. Thomas, qui avait tout vu, a été particulièrement vocal. C'est un mensonge. Les enfants ne faisaient que parler, et vous vous êtes approché et vous avez frappé le garçon. J'ai tout vu. Alors que je montais dans l'ambulance avec Ethan, j'ai entendu ma mère dire à un policier, il y a eu un malentendu. Nous sommes une famille. Nous pouvons régler ça entre nous. Les portes se sont fermées, et la dernière chose que j'ai vue, c'est Marcus, les bras croisés, l'air irrité pendant qu'un policier prenait ses informations. Mes parents l'entouraient de manière protectrice, comme ils l'avaient fait toute sa vie. Le trajet jusqu'à l'hôpital pour enfants de Boston a été les 12 minutes les plus longues de ma vie. Les analgésiques d'Ethan avaient commencé à faire effet, mais il était toujours terrifié, sa petite main agrippant la mienne avec une force surprenante. L'ambulancier surveillait son taux d'oxygène et parlait d'un ton apaisant, disant que l'hôpital avait les chambres les plus cool avec des télés et des jeux vidéo. J'ai essayé de sourire pour le bien d'Ethan, mais à l'intérieur, je bouillais de rage et de peur.
Aux urgences, les choses ont bougé rapidement. Une équipe de traumatologie nous attendait. Ils ont emmené Ethan pour des radiographies et un scanner, tandis qu'une infirmière compatissante, nommée Michael, me guidait à travers la paperasse, les détails de l'assurance et les questions sur les antécédents médicaux. Quand j'ai expliqué ce qui s'était passé, son attitude professionnelle s'est légèrement fissurée, révélant le choc et le dégoût. Votre frère a fait ça délibérément, a-t-il clarifié, ayant clairement du mal à traiter l'information. Oui, ai-je répondu sèchement, parce que mon fils ne voulait pas laisser son cousin emprunter son nouveau vélo. Michael a posé une main douce sur mon épaule. Le docteur Rivera viendra vous voir sous peu pour discuter des blessures de votre fils. Et, juste pour que vous le sachiez, nous sommes des déclarants obligatoires. Les services de protection de l'enfance devront être impliqués, et la police voudra prendre votre déposition. J'ai hoché la tête, engourdi. Bien sûr, il y aurait des conséquences. Il devait y en avoir. Le fait que Marcus soit mon frère ne changeait rien à ce qu'il avait fait. Le docteur Rivera, une femme petite aux yeux bienveillants et à l'air sérieux, est arrivée avec les résultats du scanner d'Ethan 30 minutes plus tard. Les nouvelles étaient pires que ce que je craignais. Ethan a 4 côtes cassées du côté droit, a-t-elle expliqué, en montrant les images. L'une a partiellement perforé son poumon, provoquant ce que nous appelons un pneumothorax. Essentiellement, de l'air s'infiltre dans l'espace entre son poumon et la paroi thoracique. Il a également une hémorragie interne que nous devons traiter. Ma vision s'est brouillée de larmes. Est-ce qu'il va s'en sortir? Il a besoin d'une intervention chirurgicale pour réparer les dommages et drainer l'air et le sang. Nous avons un excellent chirurgien thoracique pédiatrique, le docteur Patel, qui se prépare actuellement. Ethan est jeune et en bonne santé par ailleurs, ce qui joue en sa faveur, mais ce sont des blessures graves. La guérison prendra du temps. Elle a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Monsieur Parker, la force requise pour causer ce type de dommage aux côtes d'un enfant est importante. Ce n'était pas un accident ou une petite tape. Quiconque a fait cela a utilisé une force extrême avec une arme. J'ai été autorisé à voir Ethan brièvement avant l'opération. Il était allongé dans un lit d'hôpital qui le faisait paraître encore plus petit qu'il ne l'était, un masque à oxygène couvrant la moitié de son visage, des tubes et des fils le reliant à diverses machines. Quand il m'a vu, il a essayé de sourire. « Papa » a-t-il murmuré à travers le masque, « est-ce que j'ai des ennuis ?» Mon cœur s'est brisé. « Non, mon grand. Tu n'as aucun ennui. » Absolument aucun. Mais oncle Marcus était vraiment en colère, et grand-mère a dit que j'aurais dû partager. J'ai pris sa main, en faisant attention de ne pas déranger la perfusion. « Écoute-moi, Ethan. Tu n'as rien fait de mal. Rien. Oncle Marcus a eu tort. Ce qu'il a fait était très, très mal. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Ça fait vraiment mal, papa. » Je sais, mon grand. Les médecins vont te remettre sur pied. Je serai là quand tu te réveilleras. Je te le promets. Alors qu'il l'emmenait vers la chirurgie, une inspectrice de police s'est présentée comme étant Maria Wilson. Elle avait des yeux bienveillants mais une poignée de main ferme. « J'aimerais prendre votre déposition quand vous serez prêt, monsieur Parker. » J'ai tout raconté pendant qu'Ethan était en opération. L'inspectrice Wilson a enregistré notre conversation et a pris des notes méticuleuses. Quand j'ai terminé, elle m'a regardé avec une sympathie sincère. « Votre frère prétend déjà que c'était un accident, qu'il utilisait la batte pour montrer quelque chose et qu'elle lui a glissé des mains. Mais plusieurs témoins contredisent cette version. Nous l'avons placé en garde à vue pour des accusations criminelles de voies de fait graves et de mise en danger d'enfants. » Un poids s'est soulevé de ma poitrine. Au moins, la police prenait cela au sérieux. L'opération a duré 3 heures. Le docteur Patel, un homme grand aux mains stables et à la voix rassurante, a expliqué qu'ils avaient réussi à réparer le poumon d'Ethan, à arrêter l'hémorragie et à stabiliser ses côtes avec une plaque spéciale qui se dissoudrait à mesure qu'il guérirait. Il devra rester à l'hôpital pendant au moins une semaine, peut-être plus, selon l'évolution de sa convalescence. Je me suis installé dans le fauteuil à côté du lit d'Ethan, en soins intensifs pédiatriques, préparé pour une longue nuit. Vers 21h, j'ai entendu des voix familières dans le couloir. Mes parents étaient arrivés. Ils sont entrés avec hésitation, les yeux de ma mère rouges de larmes, mon père paraissant plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Mais leurs premiers mots ont clairement montré que leur détresse n'était pas principalement pour leur petit-fils blessé.
Ils gardent Marcus en prison pour la nuit, a dit mon père sans préambule. Ils ne fixeront même pas de caution avant demain. Ma mère a joint ses mains. Andy, tout ça est allé trop loin. Marcus se sent terriblement mal. C'était un accident. Il essayait juste de discipliner Tyler qui faisait une crise, et Ethan s'est retrouvé au milieu. Je l'ai regardé, incrédule. Ce n'est pas ce qui s'est passé, maman. Plusieurs personnes ont vu Marcus frapper délibérément Ethan avec une batte. Mon fils a 4 côtes cassées et un poumon perforé. Il vient de subir une opération majeure. Eh bien, oui, et c'est affreux, a-t-elle concédé, jetant un coup d'œil à la forme endormie d'Ethan. Mais porter plainte contre ton propre frère? C'est aller trop loin. Nous sommes une famille. Une famille n'envoie pas d'enfant à l'hôpital pour un vélo, ai-je répliqué, la voix tendue d'une fureur contrôlée. Mon père s'est approché, adoptant le ton autoritaire qu'il avait utilisé tout au long de mon enfance. Marcus a fait une erreur. Une grave, oui, mais il risque des années de prison. Est-ce vraiment ce que tu veux pour ton frère? Ce que je veux, ai-je dit lentement, c'est que mon fils se sente en sécurité. Ce que je veux, c'est qu'il y ait des conséquences pour avoir failli tuer un enfant. Ce que je veux, c'est que vous deux, pour une fois, teniez Marcus pour responsable au lieu de lui trouver des excuses. Ma mère s'est mise à pleurer pour de bon. Il nous a demandé de te dire à quel point il est désolé. C'est ton frère, Andy. Le sang. Tu ne peux pas tourner le dos au sang. En regardant le visage meurtri d'Ethan, les moniteurs suivant ses signes vitaux, les drains sortant de sa petite poitrine, quelque chose s'est cristallisé en moi. Toute une vie passée à accepter leur dynamique familiale tordue s'est brisée. Je ne tourne pas le dos au sang, ai-je dit doucement. Je le protège. Ethan, c'est mon sang aussi. C'est un enfant qui mérite d'être en sécurité. Si vous ne pouvez pas comprendre ça, alors vous devez partir. Tu choisirais cette vendetta plutôt que ta famille? A exigé mon père. Je choisis mon fils plutôt que des gens qui pensent qu'il est acceptable de l'hospitaliser pour ne pas avoir partagé un vélo. Maintenant, s'il vous plaît, partez. Ethan a besoin de repos, et franchement, moi aussi. Après leur départ, j'ai appelé Sarah Thompson, une amie avocate spécialisée en droit de la famille. Malgré leur tardive, elle a répondu et a écouté mon histoire avec une horreur croissante. Andy, je t'aiderai de toutes les manières possibles, a-t-elle promis. Nous obtiendrons une ordonnance de protection dès demain, et j'ai des collègues en droit pénal qui peuvent s'assurer que le procureur connaisse toute la gravité de la situation. Cette nuit-là, alors que je regardais la poitrine d'Ethan se soulever et s'abaisser, j'ai pris une décision. Il ne s'agissait pas seulement de le protéger de Marcus. Il s'agissait de briser un cycle générationnel de complicité dans l'abus. Cette prise de conscience a apporté avec elle un étrange sentiment de clarté et de détermination. Pour la première fois de ma vie, je pouvais voir ma famille pour ce qu'elle était vraiment, et ce qu'elle devait devenir. Le lendemain matin, pendant qu'Ethan dormait, j'ai rencontré l'assistante sociale de l'hôpital, l'inspectrice Wilson, et 2 représentantes des services de protection de l'enfance. Elles m'ont expliqué le processus juridique à venir et m'ont aidé à comprendre les implications de porter plainte contre Marcus. Votre frère fait actuellement face à des accusations criminelles de voies de fait avec une arme mortelle et de mise en danger d'enfants, a expliqué l'inspectrice Wilson. Compte tenu de la gravité des blessures d'Ethan et des multiples témoins, le procureur de district prend cela très au sérieux. J'ai hoché la tête, me préparant à ce que je savais être une route difficile. Je veux poursuivre toutes les options légales possibles, non seulement les accusations criminelles, mais aussi une ordonnance de protection. La représentante du CPS, une femme nommée Jasmine Taylor aux yeux bruns chaleureux et à l'attitude pragmatique, a hoché la tête avec approbation. Nous mènerons notre propre enquête, mais d'après ce que nous avons recueilli jusqu'à présent, une ordonnance de protection semble appropriée, non seulement contre votre frère, mais potentiellement aussi contre sa femme et son fils, étant donné leur implication dans l'incident. Au cours des jours suivants, alors qu'Ethan commençait son douloureux processus de guérison, je me suis plongé dans la constitution de notre dossier. Sarah Thompson m'a mis en contact avec Jonathan Reeves, un procureur du bureau du procureur de district, spécialisé dans les affaires impliquant des enfants victimes. Il nous a rendu visite à l'hôpital, parlant doucement avec Ethan et prenant des notes détaillées. Les preuves contre votre frère sont substantielles, m'a assuré Reeves. Plusieurs témoins l'ont vu frapper Ethan avec la batte. Les preuves médicales confirment qu'il s'agissait d'un coup violent et délibéré, pas d'un accident.
Et nous avons des déclarations de plusieurs invités qui l'ont entendu justifier l'attaque par la suite. Mais aussi solide que soit l'affaire d'agression, je voulais m'assurer que Marcus assume l'entière responsabilité. Après le départ de Reeves, j'ai appelé David Mercer, un détective privé que Sarah m'avait recommandé. Ce n'était pas bon marché, ses honoraires de départ étaient de 3 000 € mais je ne pouvais pas mettre un prix sur la sécurité et la justice pour Ethan. J'ai besoin que vous enquêtiez sur les finances et les activités de mon frère, ai-je expliqué. Il a des problèmes d'argent depuis des années, mais semble toujours en avoir assez pour de nouveaux camions et des vacances. J'ai le sentiment qu'il est impliqué dans quelque chose d'illégal. Mercer a été minutieux et discret. En une semaine, il avait découvert des informations troublantes. Marcus volait systématiquement nos parents depuis des années. Les relevés bancaires montraient de nombreux transferts de leur compte vers le sien de l'argent qu'il pensait destiné à son entreprise ou à ses paiements hypothécaires, mais qui allait en fait au jeu et à des achats de luxe. Pire encore, il commettait une fraude fiscale par le biais de son entreprise de paysagisme, ne déclarant qu'une fraction de ses revenus et payant ses employés au noir. Il y a plus, m'a dit Mercer lors d'une visite à l'hôpital. J'ai trouvé des liens avec un entrepreneur qui fait l'objet d'une enquête pour avoir utilisé des matériaux de qualité inférieure dans des projets municipaux. L'entreprise de votre frère a fait l'aménagement paysager de ces projets, et il y a des preuves qu'il a signé des documents de conformité environnementale sans effectuer réellement le travail requis. L'information était une mine d'or. J'ai tout transmis à l'inspectrice Wilson, qui a fait appel à l'unité des crimes financiers. Ils étaient impatients d'élargir leur enquête, surtout lorsqu'elle était liée à l'affaire de fraude de l'entrepreneur en cours. Pendant ce temps, je me préparais à un autre type de confrontation. Mes parents appelaient et envoyaient des textos sans cesse, alternant entre les culpabilisations et la colère. Ils avaient rendu visite à Ethan une fois de plus, apportant des cadeaux extravagants et le traitant avec une gentillesse exagérée, tout en suggérant subtilement qu'il avait peut-être mal compris ce qui s'était passé. Ethan, encore sous forte médication, n'avait pas perçu leur manipulation, mais moi si. Après leur départ, j'ai décidé qu'il était temps pour un dernier règlement de compte. J'ai contacté un ami doué en technologie qui m'a aidé à installer des dispositifs d'enregistrement discrets chez mes parents. Le Massachusetts est un État où le consentement des deux parties est requis pour les enregistrements, donc je ne pouvais pas enregistrer secrètement notre conversation à des fins judiciaires, mais je pouvais l'utiliser pour me protéger du gaslighting et de la manipulation. J'ai pris rendez-vous pour les rencontrer chez eux après la sortie d'Ethan de l'hôpital, soi-disant pour discuter de comment nous allions avancer en tant que famille. Pendant que ces plans étaient en cours, je me suis concentré sur les soins d'Ethan. Les médecins étaient stupéfaits de sa résilience. Au bout de 10 jours, il a été autorisé à sortir, avec des instructions strictes pour sa convalescence à domicile, pas d'école pendant au moins 3 semaines, pas d'activité physique pendant 2 mois, des rendez-vous de suivi réguliers et une gestion de la douleur. J'ai transformé notre salon en un espace de convalescence confortable, avec un lit d'hôpital de location, ses couvertures et ses peluches préférées, et une nouvelle console de jeu pour le divertir pendant les longues heures de repos obligatoires. La veille de notre confrontation familiale prévue, je me suis assis avec Ethan pour une conversation sérieuse sur l'avenir. J'avais besoin de connaître ses sentiments avant de prendre des décisions finales. Mon grand, comment te sentirais-tu si nous ne voyions plus oncle Marcus, tante Heather et Tyler? Ou peut-être pas aussi souvent qu'avant? Ethan est resté silencieux un moment, caressant distraitement Roquette, notre chat tigré, qui n'avait pas quitté son chevet depuis son retour à la maison. Est-ce qu'on verrait toujours grand-mère et grand-père? J'ai pris une profonde inspiration. Je ne suis pas encore sûr. Ils sont très en colère que l'oncle Marcus ait des ennuis. Ils pensent que nous devrions lui pardonner et faire comme si de rien n'était. Le visage d'Ethan s'est légèrement crispé. Ils pensent que c'est de ma faute, n'est-ce pas? Parce que je n'ai pas laissé Tyler utiliser mon vélo. Certaines personnes trouvent des excuses aux autres quand ils font de mauvaises choses, ai-je expliqué avec soin. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est qu'ils ne veulent pas admettre que Marcus a fait quelque chose de terrible. Il a hoché la tête lentement. Je ne veux plus voir oncle Marcus. Il me fait peur. Et Tyler est toujours méchant avec moi de toute façon. Il a hésité, puis a ajouté d'une petite voix, mes grand-mère et grand-père me manqueront. S'il m'aime toujours. Mon cœur s'est brisé pour lui. Il t'aime, Ethan. Ils ne savent juste pas comment aimer de manière saine parfois. On trouvera une solution, d'accord? Le plus important, c'est de te garder en sécurité. Cette nuit-là, j'ai finalisé ma stratégie.
Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de protection et de justice. Marcus devait faire face aux conséquences de ses actes. Mes parents devaient comprendre que leur comportement complice ne serait plus toléré. Et, plus important encore, Ethan devait voir que la violence et les abus n'étaient pas quelque chose qu'il devait accepter, même de la part de sa famille. J'ai rassemblé toutes les preuves, rapports médicaux, dépositions de témoins, documents financiers et je me suis préparé à ce qui allait être la confrontation la plus difficile de ma vie. Mais pour la première fois depuis mon enfance, je n'avais pas peur de tenir tête à ma famille. J'avais quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. Le matin de la confrontation, j'ai déposé Ethan chez James et Lisa. Ils étaient devenus des amis inestimables pendant cette épreuve, offrant leur soutien sans poser de questions ni porter de jugement. Leur fille, Mia, avait à peu près l'âge d'Ethan et lui avait fait une carte de vœux géante, signée par toute sa classe. « Prends tout le temps qu'il te faut », m'a assuré Lisa en me serrant brièvement dans ses bras. Nous avons prévu des films, le popcorn est prêt, et le docteur Garcia a approuvé toutes les activités. Il ira bien. Je suis arrivé chez mes parents à midi pile, comme prévu. Les dispositifs d'enregistrement étaient déjà en place, un dans le salon où nous allions probablement parler, un dans la cuisine, et un dans le bureau de mon père si la conversation s'y déplaçait. Je n'étais pas fier de cette supercherie, mais des années de gaslighting et de manipulation m'avaient appris à me protéger. Ma mère a ouvert la porte, son expression oscillant entre l'hostilité et une amabilité artificielle. « Andy, entre. Ton père est dans le salon. » Elle a tenté de me serrer dans ses bras, mais je suis passé à côté d'elle, maintenant une distance émotionnelle. Mon père était assis dans son fauteuil habituel, des lunettes de lecture sur le nez, un journal à la main, une image de normalité qui semblait obscène compte tenu des circonstances. Il a hoché la tête sèchement quand je suis entré. « Comment va Ethan ?» a demandé ma mère en s'asseyant sur le canapé. « Il se remet ?» ai-je répondu simplement. 4 côtes cassées ne guérissent pas du jour au lendemain. « Bah, les enfants se remettent vite », a dit mon père d'un ton dédaigneux. « Quand tu avais 5 ans, tu es tombé de ce chêne dans le jardin et tu t'es cassé le bras. Ça t'a à peine ralenti. » La comparaison entre une chute accidentelle et une agression délibérée avec une arme était si absurde que j'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai pris une profonde inspiration et je suis allé droit au cœur du sujet. L'audience pour la libération sous caution de Marcus est demain. Son avocat essaie de faire réduire les charges à des voies de fait simples, en prétendant que c'était un accident et que les blessures d'Ethan sont exagérées. J'ai observé attentivement leur réaction. Ma mère a eu l'air soulagée. C'est une bonne nouvelle. J'espère que tout cela pourra être résolu rapidement. Ce ne sera pas le cas, ai-je dit sèchement. Le procureur a de multiples dépositions de témoins et des preuves médicales complètes montrant que Marcus a délibérément frappé Ethan avec assez de force pour lui casser 4 côtes et lui perforer un poumon. Ce n'était pas une petite tape ou un accident. C'était une agression violente sur un enfant. Le visage de mon père a rougi. Écoute-moi bien. Ton frère a fait une erreur. Une grave, oui, mais il ne mérite pas d'avoir sa vie ruinée pour ça. Il a une entreprise, une famille. Une entreprise où il commet une fraude fiscale et signe des documents de conformité environnementale frauduleux, ai-je interrompu. Oui, l'unité des crimes financiers enquête là-dessus aussi. Ils sont très intéressés par ses liens avec Peterson Construction. La couleur a quitté leurs 2 visages. La main de ma mère s'est portée à sa gorge. « Que as-tu fait ?» a-t-elle murmuré. J'ai fait ce que vous auriez dû faire il y a des décennies. Je tiens Marcus pour responsable de ses actes. Mon père s'est levé brusquement. C'est une chasse aux sorcières. Tu as toujours été jaloux de ton frère. Toujours à essayer de le faire passer pour un mauvais garçon pour te mettre en valeur. Je suis resté calme, ce qui a semblé l'exaspérer davantage. Il ne s'agit pas de moi ou de mes sentiments envers Marcus. Il s'agit d'un homme adulte qui a agressé un enfant et n'a montré aucun remords. Il s'agit de décennies de complicité dans un comportement dangereux. Et ça s'arrête maintenant. Il a dit qu'il était désolé, a pleuré ma mère. Non, maman. Il ne l'a pas fait. Pas à moi. Pas à Ethan. Tu as dit qu'il était désolé. Il y a une différence. Mon père arpentait la pièce, son agitation grandissant. Alors, que veux-tu? De l'argent? C'est ça? Dit-on prie pour que tu laisses tomber ces accusations ridicules. La suggestion était si offensante que, pendant un instant, je n'ai pas pu parler.
quand j'ai retrouvé ma voix, elle était d'un calme mortel. Je veux que justice soit faite pour mon fils. Je veux qu'il sache que lorsque quelqu'un lui fait du mal, même sa famille, il y a des conséquences. Je veux qu'il comprenne qu'il mérite d'être en sécurité et respecté. Aucune somme d'argent ne peut acheter ça. Tu détruis cette famille, a sangloté ma mère. Pourquoi? Quelques bleus. Ce fut le point de rupture. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré les photos des blessures d'Ethan, les énormes ecchymoses violettes sur son torse, les incisions de l'opération, les drains, la douleur gravée sur son jeune visage. Voilà ce que Marcus a fait à votre petit-fils, ai-je dit, la voix tremblante d'une rage contenue. Voilà ce que vous défendez. Pas quelques bleus, mais des blessures traumatiques qui ont nécessité une opération majeure et qui mettront des mois à guérir. Des blessures qui auraient pu le tuer si la côte cassée avait perforé son poumon plus gravement. Ils ont regardé les photos avec horreur, enfin confrontés à la réalité qu'il niait. Dans le silence stupéfait, j'ai exposé mes conditions. Je ne retire pas les charges. Je soutiens le procureur dans sa demande de la peine maximale. J'obtiens une ordonnance de protection permanente contre Marcus, Heather et Tyler. Et à moins que vous ne puissiez reconnaître ce que Marcus a fait et que vous cessiez de lui trouver des excuses, cette ordonnance de protection vous inclura également. Tu ne peux pas nous empêcher de voir notre petit-fils, a fanfaronné mon père, mais sa voix manquait de conviction. Le tribunal de la famille en décidera. Mais posez-vous cette question, quel genre de grands-parents défendent l'homme qui a mis leur petit-fils à l'hôpital? Quel message cela envoie-t-il à Ethan? Je me suis levé pour partir, ayant dit ce que j'avais à dire. Le choix vous appartient. Soutenez votre petit-fils ou continuez à encourager la violence de votre fils. Vous ne pouvez pas faire les deux. Alors que j'atteignais la porte, ma mère m'a appelé, la voix brisée. Marcus a dit. Il a dit qu'Ethan provoquait Tyler, qu'il refusait de partager. Il a dit qu'il avait juste perdu son sang-froid un instant. Je me suis retourné, la regardant dans les yeux. Et vous croyez que cela justifie ce qu'il a fait? Qu'une quelconque provocation de la part d'un enfant de 9 ans mérite cette réponse? Elle n'a pas eu de réponse. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit doucement, et je suis parti. Les 6 semaines suivantes ont été un tourbillon de procédures judiciaires, de rendez-vous médicaux et de reconstruction de nos vies. La caution de Marcus a été fixée à 500 000 €, bien plus qu'il ne pouvait se permettre. Les preuves contre lui étaient accablantes, et lorsque l'enquête sur les crimes financiers a commencé à révéler toute l'étendue de ses activités frauduleuses, son avocat a plaidé pour un accord. Le procureur de district, cependant, a refusé de céder sur les accusations d'agression. Nous envoyons un message que la maltraitance des enfants ne sera pas tolérée, quelles que soient les relations familiales, m'a dit Jonathan Reeves après une audience particulièrement tendue. Mes parents ont assisté à chaque procédure, assis du côté opposé de la salle d'audience par rapport à Ethan et moi. Ils avaient l'air de plus en plus hagards à mesure que les preuves s'accumulaient. Ma mère a tenté de m'approcher une fois dans le couloir, mais l'ordonnance de protection que j'avais obtenue la maintenait à une distance légale. Elle a envoyé une lettre à la place, remplie d'émotions contradictoires, chagrin pour la rupture familiale, colère face à ma réaction excessive, et une reconnaissance timide que les actions de Marcus avaient été excessives. Ce n'était pas la pleine reconnaissance du mal causé que j'avais besoin de voir, mais c'était une petite fissure dans son déni. Finalement, le jour de la condamnation de Marcus est arrivé. La salle d'audience était bondée, non seulement de familles et d'amis, mais aussi de représentants des médias. L'affaire avait attiré l'attention locale comme un exemple de violence familiale et de la réponse du système judiciaire. Marcus était assis à la table de la défense, portant un costume qui semblait trop grand pour lui après 6 semaines en prison du comté. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Heather était assise juste derrière lui, son expression alternant entre les larmes et les regards furieux dans ma direction. Ethan avait demandé à parler au juge, une demande qui m'avait surpris et inquiété. Mais le docteur Ramirez, son thérapeute, pensait que cela pourrait lui donner du pouvoir. Tant qu'il est préparé à n'importe quel résultat, faire entendre sa voix peut être guérisseur. La juge Sandra Ortiz, une femme sévère aux cheveux noirs striés d'argent, a ouvert la séance. Les procédures se sont déroulées rapidement à travers les formalités, jusqu'au moment des déclarations des victimes. Ethan s'est approché de la barre, l'air minuscule mais déterminé dans son costume bleu foncé. Le juge lui a souri doucement. « Prenez votre temps, jeune homme. Dites-nous simplement comment cela vous a affecté. » La voix d'Ethan était claire et forte,
démentant son agitation nerveuse. Avant que mon oncle ne me frappe avec la batte, je n'avais pas peur de lui. Je n'aimais juste pas aller chez lui parce que mon cousin était méchant avec moi. Mais maintenant, je fais des cauchemars. J'ai peur quand j'entends des bruits forts. Je n'ai pas pu jouer à la récréation pendant 2 mois parce que mes côtes me faisaient trop mal. Il a fait une pause, rassemblant ses pensées. Le pire, ce n'était pas la douleur, cependant. C'était que mes grands-parents ont dit que c'était de ma faute parce que je n'avais pas partagé mon vélo. Ça m'a fait sentir que je méritais d'être blessé. Sa voix s'est légèrement brisée. Personne ne mérite d'être blessé comme ça. Pas pour un vélo, pas pour quoi que ce soit. Il n'y avait pas un œil sec dans la salle d'audience quand il a terminé. Même le sténographe judiciaire s'essuyait discrètement les larmes. Quand ce fut mon tour de parler, je me suis concentré sur l'impact plus large. Mon fils ne devrait pas avoir à craindre les réunions de famille. Il ne devrait pas avoir à se demander si le fait de poser une limite entraînera de la violence. Et il ne devrait certainement pas avoir à se demander si les adultes de sa vie le protégeront ou le blâmeront lorsqu'il est blessé. J'ai regardé directement Marcus pour la première fois. Mon frère n'a pas seulement cassé les côtes d'Ethan. Il a brisé sa confiance en la famille, son sentiment de sécurité et sa compréhension de l'amour. Ces blessures mettront peut-être beaucoup plus de temps à guérir que ses blessures physiques. Le juge a écouté attentivement, prenant des notes tout au long. Lorsque la défense a présenté ses arguments, se concentrant sur le casier judiciaire vierge de Marcus et son moment d'égarement, elle a interrompu à plusieurs reprises avec des questions pointues sur la force utilisée et son manque de remords immédiat. Enfin, ce fut l'heure de la sentence. La juge Ortiz a retiré ses lunettes et s'est adressée à la salle d'audience. Au cours de mes 23 années de magistrature, j'ai vu de nombreux cas de violence familiale. Ils sont toujours tragiques. Mais ce qui rend ce cas particulièrement troublant, ce n'est pas seulement la gravité de l'agression physique bien qu'utiliser une batte de baseball sur un enfant soit déjà assez horrible mais les suites. Au lieu d'un remords immédiat et d'une tentative désespérée de réparer les torts, l'accusé et ses partisans ont tenté de minimiser l'agression et de blâmer la victime, un enfant de 9 ans. Elle a tourné son regard vers mes parents, qui se sont visiblement recroquevillés sur leur siège. La loyauté familiale est admirable, mais pas lorsqu'elle devient une complicité dans l'abus. Pas lorsqu'elle apprend aux enfants que la violence est acceptable si elle est commise par quelqu'un qui partage votre sang. Regardant à nouveau Marcus, elle a prononcé la sentence, 8 ans de prison d'État, avec possibilité de libération conditionnelle après 5 ans. À sa libération, une ordonnance de protection permanente interdisant tout contact avec la victime. Des cours obligatoires de gestion de la colère et de parentalité, et une restitution financière pour tous les frais médicaux et thérapeutiques. La salle d'audience a éclaté en murmures. Marcus s'est affalé sur sa chaise. Heather a poussé un hurlement de protestation. Mes parents sont restés assis, dans un silence stupéfait. Alors que nous quittions la salle d'audience, l'inspectrice Wilson s'est approchée de nous avec des nouvelles sur l'enquête sur les crimes financiers. Nous venons d'exécuter des mandats de perquisition sur les dossiers commerciaux et le bureau à domicile de votre frère. Les preuves de fraude sont substantielles. Il fera face à des accusations supplémentaires. J'ai hoché la tête, ne ressentant aucune satisfaction, seulement le soulagement que justice soit faite. Et mes parents? Étaient-ils impliqués? Elle a secoué la tête. Pas au pénal, pour autant que nous puissions en juger. Ils semblent avoir été victimes de sa manipulation financière, pas des complices. Ils voudront peut-être consulter un conseiller financier, cependant. Les premières conclusions suggèrent qu'il a vidé des montants importants de leur compte de retraite. Dehors, des journalistes attendaient avec des caméras et des microphones. J'ai refusé toutes les interviews, protégeant Ethan de l'attention. En nous dirigeant vers la voiture, j'ai remarqué mes parents, debout, seuls, près des marches du palais de justice, l'air perdu et soudainement vieux. Mon père a levé une main dans un geste hésitant. Après un moment d'hésitation, j'ai hoché la tête en guise de reconnaissance. Pas de pardon, pas encore, mais une petite ouverture pour ce qui pourrait venir. Dans la voiture, Ethan a posé une question qui lui trottait clairement dans la tête. « Papa, est-ce que notre famille est brisée pour toujours, maintenant ?» J'ai réfléchi à ma réponse. Certaines parties le sont, mon grand. Mais les familles peuvent changer et grandir. Nous pouvons créer de nouveaux liens avec des gens qui se respectent et se protègent mutuellement. Et peut-être qu'un jour, les parties brisées pourront guérir aussi, s'ils sont prêts à changer.
Il a hoché la tête, pensif. Comme mes côtes. Le docteur Patel a dit qu'elles guériraient plus fortes là où elles se sont cassées. Exactement comme ça, ai-je dit, en espérant que ce soit vrai. Les mois qui ont suivi le procès ont apporté des changements importants dans nos vies. Le premier et le plus immédiat a été notre déménagement du quartier de banlieue où nous avions vécu pendant 6 ans vers une nouvelle maison de ville de l'autre côté de la ville. Je voulais qu'Ethan ait un nouveau départ, dans un endroit sans souvenirs douloureux. Et la vérité, c'est que j'en avais besoin aussi. L'ancienne maison semblait souillée, en quelque sorte, comme si la violence qui s'était produite lors de la fête d'anniversaire nous avait suivis à la maison. Notre nouveau logement était plus petit, mais plus lumineux, avec une piscine communautaire et une aire de jeu à proximité. Il se trouvait également dans un district scolaire différent, ce qui signifiait qu'Ethan pouvait commencer sa 5e année sans être le gamin dont l'oncle a cassé les côtes. Les enfants peuvent être cruellement curieux, et la couverture médiatique locale avait rendu l'anonymat impossible dans son ancienne école. Le premier soir dans notre nouvelle maison, nous avons mangé de la pizza par terre, au milieu de cartons à moitié déballés. Ethan semblait plus léger, en quelque sorte, comme si la distance physique avec notre ancienne vie avait soulevé un poids invisible de ses épaules. « Papa, a-t-il dit, songeur, en mâchant une tranche de pizza au pepperoni, tu penses que l'oncle Marcus est désolé maintenant ?» La question m'a pris au dépourvu. Je ne sais pas, mon grand. Parfois, les gens ne comprennent pas le mal qu'ils ont causé tant qu'ils ne font pas face à de graves conséquences. Il a hoché la tête, étonnamment mature pour son âge. Sa conséquence est assez grave. Oui, elle l'est. Mais tes blessures l'étaient aussi. J'ai hésité, puis j'ai ajouté, es-tu désolé qu'il soit en prison? Ethan a réfléchi, son front se plissant de pensée. Pas vraiment. C'est mal? Non, c'est honnête. Tu n'as pas à être désolé pour quelqu'un qui t'a fait du mal et ne s'est jamais excusé. Il a semblé satisfait de cette réponse, et nous sommes passés à la discussion de la boîte qui pourrait contenir sa veilleuse Spider-Man préférée. Trouver un bon thérapeute pour Ethan est devenu ma priorité absolue. Le docteur Ramirez, qui l'avait préparé pour le procès, était excellent, mais situé près de notre ancienne maison. Après avoir interrogé plusieurs candidats, nous avons trouvé le docteur Lily Chen, une psychologue pour enfants spécialisée dans la guérison des traumatismes. Elle avait un bureau chaleureux, rempli de matériel d'art et de jeux thérapeutiques, et, plus important encore, Ethan s'est senti à l'aise avec elle immédiatement. La guérison n'est pas linéaire, m'a-t-elle prévenu lors de notre première consultation. Ethan aura de bons et de mauvais jours. Des cauchemars, de l'anxiété, la peur des conflits, ce sont toutes des réponses normales à un traumatisme. Notre objectif est de lui donner des outils pour traiter ses sentiments, pas d'effacer l'expérience. J'ai également commencé une thérapie, en partie pour surmonter mon propre traumatisme et ma culpabilité, en partie pour apprendre à mieux soutenir Ethan. Mon thérapeute, le docteur Alan Friedman, était spécialisé dans les systèmes familiaux et m'a aidé à naviguer dans le deuil complexe de la perte de ma famille de naissance, tout en construisant une nouvelle, choisie et plus saine. Vous portez beaucoup de culpabilité, a-t-il observé lors d'une séance. Vous croyez que vous auriez dû mieux protéger Ethan. J'aurais dû, ai-je insisté. Je savais de quoi Marcus était capable. Je n'aurais jamais dû le laisser s'approcher de mon fils. Et pourtant, vous avez maintenu la relation parce que vous croyez que la famille était importante pour Ethan. Vous avez pris la meilleure décision possible avec les informations dont vous disposiez à l'époque. Il m'a fallu de nombreuses séances avant de pouvoir commencer à me pardonner. La vérité, c'est que j'avais été programmé depuis l'enfance pour normaliser le comportement de Marcus, pour lui trouver des excuses, tout comme mes parents. Se libérer de ce conditionnement n'était pas aussi simple que d'appuyer sur un interrupteur. Les premières fêtes sans la famille élargie ont été étranges, mais paisibles. Pour Thanksgiving, au lieu du dîner formel et tendu chez mes parents qui avait été notre tradition, nous avons invité la famille de James et Lisa, ainsi que Thomas et sa femme, Sophia. Nous avons cuisiné ensemble, joué à des jeux de société et créé de nouvelles traditions, libres de la tension sous-jacente qui avait toujours caractérisé les réunions de famille en présence de Marcus. Noël a présenté un défi plus compliqué. Mes parents ont envoyé des cadeaux pour Ethan, des cadeaux coûteux livrés par coursier, avec des cartes pleines de vœux de vacances génériques, mais sans mention de la rupture entre nous. Après mûre délibération, j'ai permis à Ethan de les garder. Ce sont toujours tes grands-parents, ai-je expliqué. Être en colère contre eux ne signifie pas rejeter leurs cadeaux.
mais nous écrirons des lettres de remerciement ensemble, qui seront polies mais honnêtes. Sa lettre, écrite avec soin dans son écriture qui s'améliorait, disait « Merci pour les jeux Xbox. Je m'amuse bien à y jouer. Vous me manquez parfois, mais je suis toujours triste que vous ayez pensé que c'était de ma faute quand oncle Marcus m'a fait du mal. Papa dit que les gens peuvent changer s'ils le veulent. J'espère que vous le voulez. Joyeux Noël, Ethan. » La réponse de mes parents est arrivée 3 semaines plus tard, une lettre manuscrite adressée à Ethan mais clairement destinée à moi aussi. Cher Ethan, écrivait ma mère, nous te devons des excuses. Ce qui s'est passé à la fête d'anniversaire de ton père n'était pas de ta faute. Oncle Marcus a eu très tort de te faire du mal, et nous avons eu tort de lui trouver des excuses. Nous avons beaucoup réfléchi à ce que ton père nous a dit, et il avait raison. Nous ne t'avons pas protégé comme des grands-parents devraient le faire. Nous suivons une thérapie maintenant pour comprendre pourquoi nous avons fait ces erreurs pendant si longtemps. Vous nous manquez beaucoup tous les deux, et nous espérons qu'un jour tu te sentiras assez en sécurité pour nous revoir. Nous respecterons toute décision que ton père prendra à ce sujet. Avec amour, grand-mère et grand-père. Ce n'était pas une excuse parfaite, mais c'était un début. Je l'ai montré au docteur Friedman, qui a convenu qu'elle montrait des signes prometteurs d'une véritable réflexion. La reconnaissance de l'innocence d'Ethan et de leur échec à le protéger est significative. Tout comme leur respect de vos limites. Ce sont de premiers pas positifs. La guérison physique d'Ethan a progressé régulièrement. Au printemps, il a été autorisé à reprendre la plupart des activités, bien que les sports de contact soient toujours interdits. La plaque spéciale que les chirurgiens avaient insérée pour stabiliser ses côtes se dissolvait comme prévu, et sa fonction pulmonaire était revenue à la normale. Le seul rappel visible de son épreuve était une fine cicatrice chirurgicale qui s'estomperait avec le temps. Sa guérison émotionnelle était moins simple, mais tout aussi encourageante. Les cauchemars sont devenus moins fréquents. Il a gagné en confiance pour fixer des limites avec ses amis à l'école, et lentement, il a cessé de sursauter aux mouvements brusques ou aux voix fortes. Une lueur inattendue a émergé de l'obscurité. Ma cousine Diana, que je n'avais pas vue depuis des années en raison d'une brouille avec Marcus, a pris contact après avoir entendu ce qui s'était passé. Elle avait ses propres histoires sur l'intimidation de Marcus et la complicité de mes parents, et s'était éloignée de la famille bien avant moi. Nous avons renoué autour d'un café pendant qu'Ethan était à l'école, et bientôt, elle et son mari, Kyle, sont devenus des visiteurs réguliers, amenant leur fille jumelle, qui avait 1 an de plus qu'Ethan. Avoir une famille élargie qui comprenait et validait notre expérience a été guérisseur d'une manière que je n'avais pas anticipée. À l'approche de l'été, j'ai dû faire face à une décision concernant mes parents. Ils avaient continué la thérapie, envoyé des cartes respectueuses pour les anniversaires et les fêtes, et n'avaient fait aucune tentative pour contourner les limites que j'avais établies. Leurs conseillers avaient pris contact, avec leur permission, pour suggérer une visite supervisée si Ethan et moi nous sentions prêts. J'en ai discuté avec le docteur Chen, qui a recommandé une approche prudente et structurée. Si vous décidez d'autoriser le contact, cela devrait se faire dans un lieu neutre, pour une durée limitée, et avec des attentes claires sur les sujets appropriés. Et, plus important encore, Ethan doit avoir son mot à dire dans la décision. Quand j'ai abordé le sujet avec Ethan, sa réponse m'a surpris. Je crois que je veux les voir, mais seulement si tu es là tout le temps, et seulement s'ils promettent de ne pas parler d'oncle Marcus. Nous avons organisé une rencontre d'1 heure dans un parc public. Mes parents sont arrivés en avance, l'air nerveux et abattus. Mon père, autrefois une figure imposante dans ma vie, semblait diminuer en quelque sorte. Ma mère avait perdu du poids, et ses cheveux habituellement parfaits avaient des mèches grises visibles. Elle avait arrêté de les teindre. La réunion a été maladroite, mais pas hostile. Ils n'ont pas essayé de serrer Ethan dans leurs bras, mais l'ont laissé fixer les limites physiques. Ils ont posé des questions appropriées sur l'école et ses centres d'intérêt, en évitant toute mention de Marcus ou de l'affaire judiciaire. Quand Ethan leur a montré comment ils pouvaient faire une traction complète sur les équipements de jeu, un jalon post-guérison dont il était fier, ils ont applaudi avec un enthousiasme sincère. Alors que nous partions, mon père m'a pris à part. Merci pour ça. Je sais que nous ne le méritons pas assez pour Ethan, ai-je répondu, sans méchanceté, mais fermement. Il mérite de connaître ses grands-parents s'ils peuvent être sains et le soutenir dans sa vie. Il a hoché la tête, acceptant la condition. Nous essayons d'être meilleurs, pas seulement pour Ethan, mais pour nous aussi. Le conseiller nous a aidés à voir comment notre relation avec Marcus a été destructrice pour tout le monde, y compris pour lui.
C'était la déclaration la plus consciente que j'ai jamais entendue de mon père. Cela n'effaçait pas des décennies de dommages, mais cela offrait une lueur de possibilités que je n'attendais pas. En rentrant à la maison, Ethan était silencieux, traitant la rencontre. Finalement, il a dit, ils ont l'air différents. Plus tristes, mais plus gentils aussi. Les gens peuvent changer quand ils réalisent qu'ils ont eu tort, ai-je répondu. Mais ça prend du temps et du travail. On verra s'ils continuent d'essayer. Comme moi qui travaille pour ne plus avoir peur tout le temps. Exactement comme ça. Tu fais le travail tous les jours, et je suis si fier de toi pour ça. Il a souri, une expression sincère et sans défense qui était devenue plus fréquente ces derniers mois. Papa, je pense qu'on va s'en sortir. En le regardant résili, réfléchi, courageux au-delà de son âge, j'ai su qu'il avait raison. Le chemin n'avait pas été facile, et il y aurait des défis à venir. Marcus serait finalement libéré de prison. Ma relation avec mes parents nécessiterait des limites et une vigilance constante. Ethan continuerait à traiter son traumatisme en grandissant. Mais nous avions brisé le cycle. Nous nous étions battus pour ce qui était juste, même lorsque cela signifiait être seul. Nous avions bâti une nouvelle définition de la famille, basée sur le respect et la protection plutôt que sur l'obligation et les excuses. Et, plus important encore, Ethan savait avec une certitude absolue qu'il méritait d'être protégé, que ses limites comptaient, et que l'amour ne devrait jamais venir avec des bleus. Quelques semaines plus tard, un samedi matin ensoleillé, j'ai regardé depuis notre allée Ethan faire du vélo dans la rue, confiant et libre. Le trailblazer qui avait été au centre de tant de douleurs symbolisait maintenant quelque chose de tout à fait différent, sa guérison, son indépendance et notre nouveau départ. Alors qu'il revenait vers moi en décrivant un cercle, le visage fendu d'un large sourire, j'ai ressenti une paix que je n'aurais pas cru possible après tant de chagrin. La famille, ce n'est pas toujours celle dans laquelle on est. Parfois, c'est celle qu'on choisit de garder dans sa vie, et celle qu'on choisit de laisser derrière soi. La leçon la plus difficile que j'ai apprise à travers tout cela, c'est que protéger son enfant signifie parfois perdre d'autres relations, même celles que l'on pensait incassables. Mais voir mon fils guérir et s'épanouir a rendu chaque choix douloureux valable. Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile pour protéger quelqu'un que vous aimez? Comment avez-vous trouvé la force de tenir bon lorsque d'autres vous ont poussé à reculer? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour en savoir plus sur notre parcours vers la guérison. N'oubliez pas que votre valeur n'est jamais déterminée par ceux qui vous ont fait du mal, mais par le courage qu'il faut pour vous protéger, vous et ceux que vous aimez. Merci d'avoir écouté, et prenez soin de vous et des vôtres.